Après l'euphorie, c'est l'indignation au pays des hommes intègres. Le Burkina Faso est en train de tomber dans les mains de l'armée. La brouille entre Honoré Traoré, le chef d'état-major des armées, fidèle parmi les fidèles de Blaise Compaoré, et Yacouba Isaac Zida, deuxième personnalité de la garde républicaine. Cette brouille-là n'a pas duré bien longtemps. L'armée s'est finalement entendue et désormais elle s'oppose au peuple et aux acteurs civils de la chute, prétextant l'intérêt supérieur de la nation et assurant qu'elle fera aboutir la transition dans les délais. Nous demandons à ce que l'on nous laisse travailler pour remettre notre pays sur les rails dans l'intérêt de tous. Le pouvoir ne nous intéresse pas. Seul l'intérêt supérieur de la nation prime et l'armée est une institution dont l'honneur, la dignité et l'esprit de sacrifice constituent les vertus sacrées. Mais dans la rue, les Burkinabés réclament leur révolution. Ils ne veulent pas des Zida qui pourtant étaient au milieu d'eux sur la place de la révolution au moment de la démission du président Compaoré. Donc nous sommes là pour dire non à ce qui se passe présentement. Parce que la victoire, c'est pour le peuple et non pour les militaires. Nous ne sommes pas contre les militaires. Les militaires, ce sont nos frères, ce sont nos amis, ce sont nos parents. Mais que les militaires sachent que cette lutte, c'est pour le peuple. C'est le peuple qui a la victoire, c'est pour le peuple et non pour les militaires. Pendant que les négociations étaient engagées, l'armée prenait la télévision à la place de la révolution, le lieu symbole de la rupture avec le régime de Blaise Compaoré. Des heurts ont eu lieu dans la capitale. Les forces de l'ordre n'ont pas hésité à tirer et à lancer de lacrymogènes sur les manifestants, mais l'opposition n'abdique pas. Elle tient à ce que la volonté du pays soit respectée. Nous sommes là pour le peuple, sinon il n'y a pas de raison que nous soyons là. Et évidemment, les militaires aussi sont là pour le peuple. Sans le peuple, ils n'existent pas. Ils sont là juste pour la sécurité. Le pouvoir est bel et bien aux mains des militaires qui indiquent vouloir le remettre aux civils. La population, elle, ne se calme pas. Elle réclame toujours Kwame Lougué, l'ancien ministre de la Défense, pour diriger la transition. Mais à l'heure actuelle, c'est presque l'utopie. L'ONU et l'Union africaine multiplient les médiations pour amener la paix. Cérémonie civile et militaire solennelle au rythme de la fanfare pour rendre un dernier hommage au président Michael Sata, décédé le 28 octobre à l'âge de 77 ans, à Londres où il suivait depuis une dizaine de jours un traitement médical. Autour de la dépouille exposée au centre des congrès de Lusaka, membres de la famille, personnalités publiques et militaires, représentants des différentes institutions du pays, mais aussi des anonymes. Moment de recueillement, il était question pour la population de rendre les derniers hommages à l'illustre disparu, mais aussi partager la douleur de cette énorme perte avec la famille Sata. S'en est suivi cette difficile cérémonie de recueillement dans une atmosphère très lourde et pleine d'émotions pour Christine Sata et la famille entière, mais aussi le président intérimaire Guy Scott. Devenu président de ce pays d'Afrique australe il y a 3 ans, après une longue carrière politique, il avait occupé plusieurs postes ministériels. Il s'était présenté plusieurs fois à l'élection présidentielle avant de s'imposer finalement en 2011. Michael Sata, surnommé le roi Cobra, pour son punch et son franc-parler, sera enterré au cimetière d'Embassy Park le 11 novembre prochain, en face des bureaux du gouvernement, dans une tombe réservée au chef d'État zambien. Ce lundi matin, la ville de Béni était calme et silencieuse. Une situation qu'on observe depuis la nuit dernière dans une localité qui a pourtant connu un épisode violent ce dimanche. Pour cause, les populations de cette commune de la province du Nord Kivu ont manifesté pour dénoncer les assassinats de plusieurs personnes ce samedi. Des pertes visiblement de trop pour les habitants de Béni. Selon Teddy Kataliko, président de la société civile de la cité du nord-est de la RDC,
8 personnes ont perdu la vie ce week-end. Ces meurtres sont attribués à un groupe de rebelles ougandais actifs dans cette région proche de la forêt de l'Ituri depuis près de 20 ans. Les populations de cette ville de 500 000 habitants se sont levées pour déplorer les événements sanglants qui sont leur quotidien depuis plus d'un mois. En effet, du 2 octobre au 2 novembre 2014, l'ADF, accusée d'être responsable des exactions, a causé la mort d'environ 120 personnes et la fuite de milliers de familles. La manifestation, devenue un affrontement entre la police et les hommes et femmes de Béni, visait également le pouvoir de Kinshasa. Selon ces populations, le président Joseph Kabila ne s'investit pas assez pour un retour de la stabilité dans la ville mitoyenne du parc national des Virunga. Le chef de l'État était pourtant à Béni vendredi, promettant une réaction forte et exhortant la mission des Nations Unies à être plus active. Ce dimanche, le maire de Béni a annoncé un couvre-feu de 18h30 à 6h. Les populations étaient outrées, au point de ne pas prendre en compte cette interdiction de sortie faite par l'édile de la commune. Alexandre Zakarchenko est le président de la République de Donetsk, un État proclamé en avril dernier par les séparatistes pro-russes. Il a obtenu 81,37% des voix à l'issue du scrutin de ce dimanche. Malgré les tensions qui opposent depuis plusieurs mois entre Kiev et Moscou dans le Donbass, les élections se sont déroulées dans le calme total. Le parti de Zakarchenko a remporté les législatives avec plus de 65% des suffrages. Nous pouvons dire avec confiance que le leader de la course électorale à la présidence de la République est Alexandre Zakarchenko. Après le décompte de plus de 50% des bureaux de vote, il remporte plus de 70% des voix. Ces élections soutenues par la Russie sont vues d'un mauvais œil par Kiev. Les autorités ukrainiennes qui redoutent un trouble constitutionnel dénoncent l'absence d'observateurs internationaux dimanche à Donetsk. Le taux de participation requis par les textes en Ukraine n'a pas été atteint lors de ce scrutin organisé par les séparatistes. Ajouté à cela, il n'y a eu aucune réelle candidature. Les autorités ukrainiennes qualifient ces élections de mascarade, tandis que pour les pro-russes, Kiev ne veut pas la paix. L'Ukraine ne veut pas la paix, quoi qu'elle dise. Manifestement, elle joue un double jeu. Jusqu'à présent, je n'arrive pas à comprendre la politique menée par Kiev et quel courant politique l'emporte. Nous sommes prêts au dialogue, mais nous attendons de leur part une attitude normale et raisonnable. Ces élections qui ont eu lieu ce dimanche dans le Donbass compliqueraient davantage les relations entre la Russie et l'Ukraine, toujours à la recherche d'une solution de sortie de crise. Le premier roman de Taï Selassie, intitulé Le ravissement des innocents, est disponible dans les librairies. Cette romancière britannique d'origine nigériane s'inscrit dans la tradition romanesque de l'Afrique anglophone qui nous a permis de découvrir des pointures comme Chinua Achebe, Wole Soyinka et Gungi wa Thiong'o. Cette sortie littéraire est bien reçue en Afrique et dans le reste du monde. C'est la preuve que la question afropolitaine intéresse plusieurs personnes dans un monde qui subit considérablement l'influence occidentale. Déjà traduite en 17 langues, cette œuvre raconte les péripéties de la jeune diaspora africaine en Occident qui tente de se créer une nouvelle identité sur laquelle elle peut s'appuyer pour aller de l'avant. Taï Selassie s'est exprimé sur le contenu de son livre. Le ravissement des innocents, c'est un roman sur une famille. Une famille africaine, oui, mais à la même temps, une famille universelle. Au début du roman, Kweku, le père, est mort. Mais ça, c'est pas une tragédie, dans le sens que après la mort de Kweku, la famille devient encore plus forte. Ce n'est pas un hasard si le récit commence par la mort du patriarche. Ce décès marque un tournant dans l'histoire de l'immigration africaine qui s'est réduite pour les générations des Kwaku et des Fola à ses aspects les plus simplistes. Les véritables protagonistes de ce livre sont peut-être les 4 enfants Saï, dont le vécu diasporique, ponctué de succès et d'échecs, d'amour et de haine ordinaires, laisse entrevoir la possibilité pour eux de revendiquer une identité africaine, devenue plus complexe, qui n'est plus réductible à la question de la couleur de la peau. 4 filles, Olu, Taiwo, Kainde et Jumo, et Sadie, la plus jeune. Fola la mère est nigérienne, montre Kweku le père est ghanéen. Les filles sont afropolitaines, comme moi.
Universelle et africaine sont des termes qui pourraient définir la romancière de 35 ans. Née à Londres en 1979 d'une mère ghanéenne et d'un père nigérian, Taye Selassie ne souhaite pas se contenter au simple fait de relater les événements. Le Serbe Novak Djokovic a remporté sans difficulté pour la seconde année consécutive le Master 1000 Paris-Bercy. Il a battu ce dimanche le Canadien Milos Raonic en finale de ce tournoi. Le numéro 1 du tennis mondial s'est dit heureux du match qui, selon lui, a été son meilleur de la semaine. Pouvoir gagner 2 années d'affilée avec un tournoi à venir est super. J'aime beaucoup jouer à Paris. Aujourd'hui, j'ai joué le meilleur match de cette semaine au moment où j'en avais le plus besoin. J'ai bien retourné. Je suis heureux de cette performance. Milos Raonic, qui disputait la 12e finale de sa carrière, était simplement impuissant face à la puissance et la supériorité de celui qu'on surnomme le Serbe d'acier. I thought he played some great tennis, neutralized my serve well. Even when I was able to open him on the backhand side, he was moving really well. Je trouve qu'il a extrêmement bien joué. Il a neutralisé mon service d'une bonne manière et même quand je servais son revers, il se déplaçait très bien. Il avait toujours son revers à 2 mains et il arrivait tout de même à renvoyer. Si j'essayais même d'être agressif, il renvoyait la balle très loin. Il m'a rendu la vie très dure aujourd'hui. Malgré sa victoire sur le grand Roger Federer et son impressionnant parcours, Milos Raonic n'a pu mettre fin à la suprématie de Novak Djokovic au sommet du tennis mondial. Au palmarès de Djoko, on compte 600 victoires et 20 titres dans la catégorie Master 1000.